Donc du coup, Johan, est-ce que tu peux nous présenter vite fait ton jeu? Bah, bien sûr, donc le jeu s'appelle Harmony. Ouais. Donc il est édité chez Libellude et illustré par Maeva da Silva. Et dans Harmony, le principe, c'est que vous allez piocher des jetons paysages pour recréer un mini paysage sur votre plateau personnel. Et si ce mini paysage répond à des conditions de points de victoire, vous allez en gagner. Et s'il propose un biome idéal pour des cartes animaux que vous allez sélectionner, les animaux seront attirés par votre paysage et viendront vous apporter des points de victoire supplémentaires. Voilà en très gros ce que vous allez faire. Je vais récupérer cette intro pour la prochaine présentation du jeu parce que c'est super cool. On sait à peu près tout, mais bon, on ne connaît pas les mécaniques qu'il y a à l'intérieur. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Est-ce que tu es venu là que pour Harmonise? Non, pas du tout. Alors, non, pas du tout. un peu les projets. J'ai 3 jeux en avant-première là qui sont sur le salon. Oui. Donc Happy Moshi chez Zygomatic, un petit jeu d'ambiance de défausse de cartes. D'accord. City Tour chez Blue Orange, un jeu famille enfant à mission évolutive où vous conduisez un bus à travers une ville magique et essayez de répondre à des exigences des passagers qui rentrent dans votre bus. D'accord. Et 50 Fruity également chez Blue Orange, un petit jeu de bluff, mensonge, guessing où vous allez essayer de deviner, essayer de faire prendre une carte à un joueur qui ne les voit pas en lui donnant des fausses indications sur ce qu'il pourrait obtenir. Ok. Et j'ai aussi toujours Secret Identity chez Funny Fox qui continue à présenter dans sa nouvelle version, la mini boîte pour les boutiques. D'accord. Et je chôme pas. Oui, je vois ça. Tous les projets sont aboutis, ils sont déjà finis au développement. Alors ça, je parle vraiment des projets qui sont déjà en avant-première, donc on a les boîtes définitives. D'accord. Elles sont prêtes, elles vont être à la vente dans les prochaines semaines, mois à venir. Et oui, là, c'est les projets qui sont encore pas matures, là, qui sont encore chez l'éditeur, en travail, en recherche d'illustrateurs, par exemple. Ça, ils ne sont pas présentés, bien sûr, sur Festival de Cannes. Pas aux nuits du off, rien de proposé là-haut, rien. Non. Tu fais ça avec c'est toi qui testes tous tes jeux avec. Pas du tout, non. L'éditeur fait énormément de tests en barrageux avec ses équipes, dans des écoles, des ludothèques, énormément. Mais c'est pas. On a beaucoup de boulot sur Cannes, mais c'est vrai que c'est pas le moment forcément idéal pour faire des vrais crash tests. On préfère peut-être des endroits moins bruyants, plus intimes, où on a plus de temps après pour que la personne nous fasse ses retours et qu'on puisse les intégrer. D'accord, ok. Et tous les jeux, c'est des jeux de quel niveau à chaque fois? Mais de tout familial niveau. Ah non, je vais avoir l'extension du deck building Cowboy Bebop qui va sortir là en fin d'année. On est quand même sur un gros jeu de deck building et de déplacement d'ouvriers. Je peux avoir Happy Moshi qui va sortir chez Zygomatic, qui est un jeu très famille, genre Double. D'accord. Donc on est vraiment sur du petit jeu qui s'adresse vraiment au plus grand nombre qui aimerait jouer. Et je vais avoir des jeux intermédiaires comme Harmony, des jeux de dés, des jeux de défausse, des jeux de pose d'ouvriers. On essaie de pas se cantonner en fait à un seul type de jeu, parce que déjà on peut être catalogué. Et surtout, nous pour notre créativité, c'est quand même mieux de faire de tout, quoi. C'est important. Je fais pas de jeu narratif, j'y arrive pas. Voilà. Ça viendra. Ça viendra peut-être. Et est-ce que depuis que tu es rentré dans le monde du jeu, tu as toujours eu autant de projets d'un coup comme ça? Alors, j'ai eu la chance que mon premier projet en fait m'a rendu professionnel du jeu. Même si j'aime pas trop ce nom, m'a rendu, on va dire, autonome. C'est-à-dire que j'ai pu arrêter mon travail alimentaire que j'avais à côté et être à temps plein. Et en fait, être à temps plein, ça libère de la charge cognitive déjà, de la charge mentale, on pourrait dire. Et ça permet de voir plus de monde, d'aller plus vite, d'être plus disponible quand des co-auteurs veulent venir à la maison pour travailler avec toi. Donc, à partir du moment où j'ai sorti ce premier jeu, donc en 2016, oui, j'avais tous les ans 2, 3, 4, 5 jeux qui sortaient. D'accord. Tous les ans, une grosse... je suis pas 20. Oui, voilà. Donc, ce qui me fait à peu près maintenant une trentaine de jeux sur le marché. C'est quand même assez... voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait venir aux jeux de société? Alors, c'est très bizarre parce que je ne suis pas joueur. À la base. Alors, en tout cas, de jeux de société, je suis joueur de poker à la base, mais j'ai découvert à 30 ans, 29-30 ans, mon premier jeu de société. D'accord. Voilà, c'est... Même en étant enfant, même enfant? Pas du tout. Non, je viens d'une cité, Non, je viens d'un village de montagne où il n'y a pas de boutique, où on sort de l'école, on va en ski, je viens de Chamonix. Ah oui, d'accord. Donc le milieu ludique chamonniard est faible. D'accord. Encore plus il y a 30 ans. Donc non, nous c'était sport. On est sur les pistes, on va faire du ski de fond, bref. Donc pas du tout ludiste, mais
compagne, qui est maintenant illustratrice de jeux de société, avait un couple d'amis qui étaient extrêmement joueurs. Donc je les remercie parce qu'en plus il est illustrateur de jeux, c'est Simon Caruso, qui illustre beaucoup de jeux, vous pourrez voir comme ça, qui nous ont convié un après-midi, ils ont dit bah tiens, nous on aime beaucoup les jeux, on se fait un après-midi jeu. Et pas loin de l'épiphanie. La révélation. Ouais, c'est une épiphanie genre oh, c'est trop bien. Donc là je suis allé voir ce qu'il y avait dans ma ville, j'avais déménagé à Lyon, quelles sont les boutiques de jeux, quels sont les bars à jeux. Et j'ai trouvé un super monde. Je faisais des soirées tous les jeudis où je testais plein de jeux. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, j'ai rencontré des auteurs de jeux. Je me dis, je vais le faire aussi. D'accord. Et j'ai mangé de la vache enragée pendant 3 ans à rien réussir. J'ai proposé à des éditeurs et tout. Et puis, au bout d'un moment, Cortex a été signé. Là, l'aventure commence. Ah oui, Cortex, quand même, une grosse réussite, hein. Incroyable. C'est inspiré de quoi d'ailleurs? Comme ça? Non, c'était vraiment, à force de jouer à des jeux d'ambiance qui étaient, c'est pas réducteur, mais monomécanique. Oui. Genre, j'attrape toujours un truc, je tape toujours un truc. Je me suis dit, pourquoi pas tous les mettre dans un jeu. Ouais, c'est pas mal. Et ça, tout le monde y retrouve son compte parce que des fois, quand on n'est pas bon à attraper un truc, on sait que le jeu, on n'ira pas naturellement. Mais si on se dit qu'il y a plein d'autres épreuves derrière, cette épreuve, elle n'est pas faite pour moi, j'attendrai la prochaine. D'accord. Et du coup, tu as rattrapé vite le temps perdu pour toutes les mécaniques classiques des jeux. Ah ouais. Parce que Harmonise, il réunit quand même beaucoup de... Ouais, non. À la base, je suis un universitaire et j'ai fait vraiment ce que je faisais pendant ma thèse. Beaucoup de ludographie. Ouais. J'ai regardé beaucoup les vidéos de Ludovox, j'ai lu beaucoup de règles de jeu pour savoir où en était le monde du jeu, ce qu'il faisait. Ouais, c'est ça. Et oui, j'ai emmagasiné pas mal de connaissances. Alors, j'ai très peu de connaissances finalement des vieux jeux. C'est-à-dire qu'on parle des fois de vieux jeux qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans. T'as pas joué à ça dans ton enfance? Non. Et vu qu'en fait, il faisait pas vraiment partie de ma ludographie que je lisais rapidement, des fois, je me retrouve vraiment en disant, mais attends, ça c'est un classique, on y a tous joué il y a 20 ans. Ouais, mais non. Ouais. Il me manque des grands trucs. J'ai jamais joué à Agricola. J'ai jamais joué à Catan. Il me manque encore des grands trucs. Ah oui. Ah oui. Ça va être plus long Agricola, mais Catan, c'est quand même, ça peut se faire facilement. Je vois à peu près comment ça se joue. C'est vrai que j'ai jamais eu la sensation d'une partie. Il y a des grands noms qui me manquent parce que je n'ai pas de passé ludiste. Et bon, c'est comme ça, hein, c'est bien. C'est peut-être aussi le fait d'avoir aussi un esprit frais là-dessus. C'est peut-être positif. Maintenant, un peu moins frais. Alors maintenant, moins frais. Alors, c'est quoi ta plus grosse source de culture, de ludographie ta plus grosse source? Alors, moi, en plus, ils sont lyonnais, donc je suis pro Ludovox. Ludovox, c'est vrai qu'il vous explique une règle. Enfin, en tout cas, ce qu'il y a à en savoir sans rentrer dans les détails en 3-4 minutes. Donc, c'est vrai que, en plus, ils ont un contenu qui est très, très régulier de toutes les sorties. Donc, c'est vrai que, café le matin, on lance 1 ou 2 vidéos Ludovox, on se tient au courant et on voit. C'est vraiment de loin ma plus grosse source. D'accord. Après, c'est vrai que, il y a BGG aussi qui aide quand même beaucoup. Ouais. BGG, vous avez l'Escalajo aussi qui propose toutes les règles de jeu quand vous en cherchez une. Il y a de quoi faire. Et en français, un petit peu. Trick-Track à l'époque, Ouais. C'est revenu maintenant. Oui, mais j'y vais plus. D'accord. Je ne sais pas pourquoi. Cette cassure a fait que. On n'a plus envie d'y retourner. Ah non, pas plus envie. Ouais. J'ai plus le réflexe. Plus de réflexe. Je pense que c'est plutôt ça. J'ai plus le réflexe de me dire avant, au début, c'était vraiment Trick-Track aussi. Ouais. Mais avec cette cassure, je n'ai plus le réflexe d'y aller. Et je m'en désole là même. Oui. Et le fait d'être aux portes du top 100 de BGG, justement. On y est là, quasiment. La fierté, là. Alors, vérifiez quand même sur votre 105, je crois, 106. Non. Ah, ça hier midi, on était 102. Ouh là là. Est-ce qu'on est rentré au top? Alors, BGG est quand même très particulier. Oui, mais je sais pas comment le prendre, mais vous voyez, le top 10, c'est des extrêmement gros jeux. Oui. Je sais pas comment. Alors, nous, c'est particulier. Pourquoi ce jeu parce que ça veut dire qu'internationalement, il est reconnu. Hein. Oui, voilà, famille plus, initié moins, on va dire. Parce qu'on hésitait à un moment donné, si le jury allait nous mettre en initié ou en famille. On en avait parlé, oui. C'est ça? Ouais, top 100 BGG. C'est énorme. Top 3 des jeux abstraits. C'est ça. Derrière, donc, Cascadia et Azul. Pour l'instant, voilà. Et devant, oui, c'est ça. Top 10 quasiment des jeux famille. Ouais. Non, c'est impressionnant. Il y a un engouement du public qui est... Mais c'est extraordinaire, mais oui, c'est ça. Ah ouais, c'était une sacrée année, ouais. Je sais même pas s'il y a un autre auteur français devant. Ah si, vous avez Bruno et vous avez Antoine sans aucun problème. Alors, peut-être Five Tribes et Seven Wonders. Je pense que c'est... Alors, je crois que Seven Wonders, mais juste passé devant, mais le duel est encore devant. Ouais. Non, vous avez au moins 7-8 auteurs français devant moi. Voilà. Alors, on regardera en off et il y aura un petit aparté sur la vidéo où il vous dira. Non, mais en plus, le pire, c'est que je les ai regardés les 100, je pense pas. Je pense pas. Il y a Bruno, Catala. On se promet, soit on fait un cut maintenant et on regarde, soit on regardera plus tard. Enfin, en tout cas, incroyable réussite. Et nous revoilà, nous n'avons pas fait de cut. Et du coup, alors maintenant que tu as bien fait ta culture jeu, qu'est-ce que tu pourrais nous définir comme jeu favori
Parce que nous, on en a énormément. Ça, tu t'en doutes que c'est la question. Le classique. Moi, je vais te faire une réponse très classique. J'ai des jeux favoris qui correspondent à des moments de jeu. Ça, c'est la réponse classique aussi. Mais je vais en dire, je vais faire quand même du name dropping, il n'y a pas de souci. On fait tous les unlocks avec ma compagne. D'accord. Pour nous, c'est toujours un super moment de partage. On sait que quand il y a un unlock qui sort, voilà, on va faire 1, 2 et 3. Allez, tous les 2 week-ends, on se fait un Dune Imperium. Ah, on adore ce jeu à tous les deux. Alors là, c'est la rencontre. On a beaucoup joué à Harmony parce qu'elle l'aime vraiment beaucoup. Ouais. On part en vacances dans un chalet avec des amis. On se fait un Mysterium une fois par an obligatoire, mais un Mysterium avec juste le feu de cheminée, pas de lumière, des lampes torches. Donc un Mysterium d'ambiance qui est génial. Et après, à titre vraiment personnel, en dehors du contexte, j'ai une vraie tendresse et un vrai amour pour Seasons de Régis Bonnecey, qui a vraiment, je l'ai remercié plein de fois pour ce jeu, mais qui a vraiment débloqué un truc. J'ai pas commencé avec ces 3 jeux-là, mais Seasons, ça a été le jeu où il a mis tellement de mécaniques qui marchent bien dans le truc. Je me dis, on peut faire des trucs de fou dans le jeu de société. Voilà. Et il y avait un gars de Ludovox pour qui c'était le jeu favori aussi. D'accord. C'est, je sais plus, celui qui est plus maintenant d'ailleurs. Shaman. Ouais. Qui est le patron de Ludovox, hein, qui reste le patron de Ludovox. Qu'on voit plus trop dans les vidéos. On ne voit plus en vidéo, mais qui reste le patron de... Et lui, et Season, c'est moi aussi, mais c'est lui qui m'a guidé vers ce jeu, parce que je me dis, bon, si lui, il en parle comme ça... C'est mon jeu préféré, mais c'est vrai que jouer avec des gens qui ne connaissent pas le jeu, ça fait un gap qui est très important. Oui. Mais moi, ça reste... j'aime beaucoup les aventuriers du rail. Parce que j'ai essayé plein de fois de faire des aventuriers du rail like. Et au final, j'avais des mécaniques, j'en enlevais, j'en changeais, et on retombait toujours aux aventuriers du rail. Parce que le jeu a exactement ce qu'il faut. Bien calé, quoi. La version américaine, elle est... Ouais, c'est vrai qu'elle est pile poil. Oui, mais après, c'est redondant. Du coup, alors juste une dernière question, ça va te paraître bizarre, mais est-ce que sur le marché français, c'est le marché numéro 1 en Europe maintenant? Oui. Le numéro 2 dans le monde. Est-ce que les Français sont les meilleurs? Alors, est-ce que vous êtes les meilleurs, vous, les auteurs français? C'est une vraie question que je me pose. Vraiment, parce que moi, je suis toujours dans la comparaison, dans le topping, dans le truc comme ça, mais... Au niveau des prix internationaux gagnés, je crois qu'Antoine Boza est numéro 1 mondial. D'accord. Voilà. Avec Seven Wonders ou avec d'autres? Non, avec le nombre de prix. De prix qu'il a pris. Voilà, il a eu plusieurs Spiels, il a eu plusieurs As d'or. Donc, c'est vraiment un modèle. En plus, c'est quelqu'un de très humble, très sympa, hyper abordable. Alors, faut peut-être pas que je dise ça, sinon tout le monde va aller le voir, il va pas aimer. Moi, il m'a pas répondu. Désolé, Antoine. Non, mais voilà, maintenant, c'est du succès avec sa maison d'édition. Donc, on a la chance d'avoir, certains diront le contraire, mais quand même une certaine reconnaissance par le public, pas par l'État. Parce que notre métier a des difficultés à exister et tout. Mais les éditeurs nous respectent. On a des gens qui en vivent, ce qui n'est pas aussi le cas dans tous les pays. L'Allemagne, ils ont des grandes stars. Je pense à Uwe Rosenberg, Feld, qu'on n'a pas forcément, si ce n'est Bruno, Théo, des gens comme ça. Mais alors, les auteurs français sont dans le top 3. Sans problème, le top 1, on est quand même très bien reconnu dans les prix internationaux. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Le Spiel, c'est des Français qui l'ont eu. On est moins bon peut-être en jeu expert. Voilà, c'est ça. La plupart des jeux experts sont des jeux étrangers. Alors, c'est quoi tu penses? On est les rois de l'Eurogames, voilà. Non, mais est-ce que le jeu expert est craint par les Français à cause de la conjoncture du marché du jeu? Je pense que c'est... Ou est-ce que c'est autre chose? C'est un roulement. C'est que il y a peu de Français à un moment donné peut-être qu'on fait des jeux experts, où il y a eu un marché qui était moins favorable. Les éditeurs forcément en sortent moins. Donc les auteurs qui sont à l'affût de la veille ludique se disent c'est vrai que je fais un jeu expert, donc on leur propose pas de jeu expert, donc ils en font moins, donc on n'en propose pas. C'est ça. Et voilà. Et il y a aussi, parce qu'à un moment donné l'argent rentre en jeu. Commercialement parlant, un jeu expert est moins fort, il met plus de temps à se développer, il est plus difficile à proposer, il s'en vend même en termes de chiffre d'affaires, parce que la boîte est plus chère, mais moins qu'un jeu d'ambiance, qu'un jeu... Et puis il s'adresse à moins de personnes. Le jeu familial, on est dans un moment d'expansion du marché, il faut qu'on aille vers les gens qui ne jouent pas. Voilà, c'est vrai qu'il y a... C'est l'ouverture, quoi. Il y a beaucoup de classes populaires qui ne jouent pas du tout, alors c'est une question de coût. C'est une question de culture, c'est une question peut-être d'envie, mais c'est à nous aussi d'aller vers eux. On n'ira pas vers eux avec un jeu expert.
À nous de proposer des jeux d'entrée, peut-être avec des tutoriels, des ouais. mais qui les amènent. C'est pas à eux de venir vers nous. C'est à nous d'aller vers eux, par les animateurs, par des salons de proximité, par des ludothèques et tout. Mais il faut avoir les jeux adéquats et ce ne sera pas des jeux experts. Ouais. Donc voilà, ils iront un jour peut-être, mais. Oui, oui. Alors dernière question liée à ça, enfin liée. C'est est-ce que parce que sinon j'en ai 1 million et après il faut que tu bosses quand même. Hein. J'ai un peu de temps. En fait, est-ce qu'on va réinventer des mécaniques de jeux nouvelles? Est-ce qu'il va y avoir un boom nouveau à ton avis? Alors à ton avis, un vrai boom comme je sais pas, un boom, le placement d'ouvriers, enfin l'action drafting ou je sais le deck building comme tu disais. Non, c'est un marché, à mon humble avis, toujours pareil, hein, évidemment, qui avance toujours, mais par petites touches. Je pense que tous les ans, il y a une nouvelle mécanique qui arrive. Il y a des nouveaux gens qui inventent des nouveaux trucs. Il y a énormément de jeunes auteurs qui sont hyper talentueux. Tous les anciens auteurs sortent toujours des trucs aussi de dingue. Donc, il y aura toujours des choses nouvelles qui vont arriver. Et c'est pour ça que Behind a gagné l'As d'Or. Et c'est génial. Parce qu'il a amené un petit truc de nouveau. Ils amènent des petites choses nouvelles et tout. Mais je vois pas demain le marché complètement changer. On vire tous les Eurogames, on vire tous les placements d'ouvriers et on invente. Tout le monde se met à une seule mécanique. Ah non, mais c'est juste une mécanique vraiment. Tous les ans, parce que tous les ans. Nous, ça fait plusieurs années qu'on se rend compte en testant que on est toujours en train de jouer à un jeu en disant ça me fait penser à ci, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Regardez les éclairtours, c'est une mécanique de fou ce matériel. Regardez bien, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est un escape game. Après, c'est très bien, mais je veux dire, ça reste un escape game avec des tuiles, des cartes, comme il en a existé. Je suis plus, je suis plus heureux. Je suis peut-être plus joyeux de mon milieu. Parce que je trouve toujours qu'il y a des petites idées. Ah, ça c'est malin. C'est des fois des petites choses. Oui, c'est pas des créations vraiment révolutionnaires, mais il y a eu l'explosion des jeux narratifs qui ont amené des choses, des expériences de jeu fantastiques. Oui, c'est ça. Il y a des choses, mais là, tu vois rien tu vois rien arriver vraiment d'énorme, de révolutionnaire. J'espère l'avoir moi cette idée-là. Peut-être que c'est OK, mais il faut pas la dévoiler alors. Voilà, ça sera peut-être pour le prochain, mais je pense que le marché évolue très bien. La croissance est bonne, si diraient nos commerciaux. Il y a de plus en plus de gens qui viennent. Il y a de plus en plus d'auteurs qui proposent des créations originales vraiment bien. Entre là maintenant et il y a 10 ans, on trouve des jeux. Je suis pas sûr que même les jeux d'il y a 10 ans seraient signés maintenant. Oui. C'est jouer avec les gros c'est un jeu qui s'inscrit dans un bon moment avec la bonne personne au bon endroit. Les thématiques aussi. Les thématiques. Voilà. Pour moi, je le regarde encore ce milieu avec un œil d'enfant, et j'ai toujours plaisir à jouer à des nouveaux jeux et me dire c'est super malin. Alors je l'analyse toujours du regard de l'auteur, forcément, mais ça c'est super sympa, ça c'est super drôle. Excusez-moi. Non, je garde un œil frais. Alors est-ce que demain il y a et puis si demain Backstories par exemple était une mécanique très originale, qui sortait l'année dernière. Donc, des mécaniques originales, il y en a. Est-ce qu'elles vont faire un même boom que le premier jour où quelqu'un est arrivé avec un deck building ou de la pose ouvrier? Peut-être moins. C'est ça. Mais des mécaniques, il y en aura toujours. C'est ça aussi le. Et j'étais pas là quand c'est sorti, donc je sais pas quel boom. Est-ce que tu penses que le business du jeu de société peut subir la même chose que le jeu vidéo a subi? Ça, c'est une question problématique. C'est-à-dire l'invisibilisation des auteurs. La création de studios. Il y a des studios qui sont créés d'auteurs. Les écoles, la distribution grand public. J'ai pas la réponse. À moyen terme, à long terme, tu sens arriver ça ou non. Actuellement, moi, je me considère toujours comme un petit artisan. Parce que même si je suis professionnel, j'ai un local dans ma maison où je fais mes petits jeux dans mon coin, comme un ébéniste, comme un artiste artisan. On est des artistes artisans. On fabrique avec nos bouts de bois, notre colle, notre carton, des petits pions, des petits jetons. Ça s'assemble, ça fait des jolies choses. On aurait pu avoir peur, il y a 4-5 ans peut-être, que en fait, les auteurs doivent arriver avec un produit fini. C'est-à-dire embauchent eux-mêmes un illustrateur et arrivent avec le produit totalement terminé, et que l'éditeur soit comme dans la presse, juste un éditeur. Je t'ai dit que je te fabrique le jeu en masse et c'est parti. Et au final, je pense que le milieu va pas vers là. On a une belle structure des illustrateurs, des auteurs, des éditeurs qui sont 3 métiers différents, même s'il peut y avoir des passerelles. Il y a plein d'auteurs qui sont devenus éditeurs, des illustratrices, autrices. Donc, c'est tout à fait possible les passerelles. Mais
là, en court terme, le marché est très sain comme ça. Ouais. Il y a personne qui se tire dans les pattes, il y a peu de concurrence, en tout cas envers les auteurs. Oui, oui. Et je pense pas que les auteurs ont l'envie de se dire, allez, je me lance, je rentre dans un studio de création d'auteurs et je suis juste créateur et il n'y a plus mon nom. Je suis juste un artisan. D'accord. Je le vois pas à court terme en tout cas. Non, mais c'est voilà. À moyen long terme, on verra. C'est vrai que c'est un marché qui évolue un peu différemment et on se dit, est-ce qu'un jour il y a un gros qui va arriver, qui va dire, je prends tout en main. Bah moi, je comme pense, Sony l'a fait avec les jeux vidéo, bien par sûr, exemple. mais je pense qu'on suit plus le marché de la bande dessinée ou du livre. D'accord. C'est-à-dire que dans le livre, c'est pas des gros studios bourrés d'IA qui vont dire ah on crée un livre. Non, l'auteur est toujours un artiste-auteur qui propose des choses à un éditeur qui le publie, qui le relit, qui le publie et tout. Dans la BD, c'est pareil. C'est pas des gros studios qui créent des BD. Même les studios Soleil, enfin l'édition Soleil et tout, qui sont du très très grande masse market, ne fonctionnent pas comme ça. Donc je pense qu'on n'ira pas vers le jeu vidéo, mais on restera du côté de l'écriture. D'accord. Plus culturel, quoi. Plus un produit culturel. Plus un produit culturel. Même si le jeu vidéo est considéré comme ça aujourd'hui, mais bon, après. Voilà. Et toi, tu le souhaiterais, par exemple? Que ce soit un jeu vidéo, non. Ça serait perverti partout, l'IA et tout ça. Vous avez peur de tout ça? Vous, les jeunes auteurs. Vous avez été aguerris maintenant, mais. J'entends et je comprends complètement la crainte des illustrateurs. Je pense que les auteurs, pour l'instant, ne sont pas impactés. Sachant qu'en plus on défend le non-IA dans les jeux et encore plus sur nos illustrations, mais en termes de mécanique, de règles, il y a tellement une richesse et ça joue tellement sur l'émotionnel des fois que une IA aura toujours du mal à créer un jeu de société. Elle pourra sortir des mécaniques comme ça, mais derrière, souvent c'est un petit truc ressenti par un joueur qui va nous faire un déclic. C'est de l'interaction, c'est un jeu de société, je rappelle. Oui, c'est ça, Donc c'est nos tests, nos discussions, les interactions avec l'éditeur, avec le public, qui des fois changent des petites mécaniques, qui finalement donnent la petite étincelle d'émotion. On vit des émotions en jouant à des jeux de société. Même le plus petit jeu de cartes, quand on gagne, il y a des émotions. C'est ce qu'on défend aussi. Il est encore difficile, je sais pas, toujours pareil, l'avenir ça va très vite, mais pour une IA de ressentir des émotions et de pouvoir se dire, bah voilà, j'intègre toutes les réactions. Il faudrait que le public accepte quasiment de donner ses réactions à une IA pour qu'elle s'adapte et elle adapte la mécanique. Et le public ne voudra pas. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas inquiets. Pas trop inquiets. J'entends et je comprends complètement la crainte plus des illustrateurs et nous, on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l'IA de venir dans nos illustrations. Et je crois que c'est vrai que c'est un peu l'ambiance du monde du jeu. Il y a une vraie solidarité, solidarité dans le monde du jeu. C'est un petit milieu, mine de rien. C'est un milieu qui grossit énormément, mais c'est un petit milieu. On se connaît pour la plupart tous. Voilà. On peut traverser le palais des festivals et on va dire bonjour à 20 personnes, malgré que c'est un festival qui a 80 000 personnes. Donc, non, pas inquiet. Pour l'instant, en tout cas, si je regarde juste ma petite personne, moi je ne suis pas inquiet. D'accord. Pour ma petite personne seulement. Mais on fera en sorte que tout le milieu du jeu ne soit pas inquiet. On ressort la vidéo dans 30 ans quand les robots nous ont envahis. Je serai peut-être à la retraite. Est-ce que je ferai encore des jeux? Alors, oui, je jouerai en maison de retraite avec des vieux auteurs, des vieux copains auteurs. Alors vraiment, je suis désolé, parce que je pense à ça maintenant. Mais vas-y, ça Rainer Nizam, évidemment, voilà, le légendaire Rainer, qui sort un nombre de jeux complètement incalculable. Alors Rainer, il y a un studio à son nom. Oui, voilà. Donc il fait. Est-ce que c'est lui ou? Alors c'est toujours lui qui est à la phase finale. Je l'ai rencontré, mais pas dans un cadre officiel. D'accord. C'est-à-dire que je l'ai vu près d'une dédicace, comme ça, mais c'était pas. On se rencontre de hauteur à hauteur. D'accord. C'est un modèle. C'est pas un modèle du tout pour moi. Non. À cause de la surproduction de jeux. Ouais, puis des jeux qui sont souvent tous les mêmes, avec juste un petit méca. C'est un businessman. C'est devenu un businessman pour toi. Ça se respecte. D'accord. C'est pas le modèle vers lequel je tends. Loin de là. Parce que c'est vrai que c'est impressionnant le nombre de jeux. Oui. Qu'il a. Non, je suivrais plutôt en modèle nos éminents auteurs français. Oui, tout à fait. Voilà. Ils sont aussi connus d'ailleurs maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Mais voilà. C'est juste parce que j'adore comment fonctionne Bruno Catala. J'adore comment Bruno Feduti, Bruno Antoine Boza. Théo aussi qui produit beaucoup, mais qui produit lui. Oui, je sais qu'il fait.
Bon, en tout cas, c'était super. Bah, écoute, merci. Cette entrevue. Sache que nous, notre association, on est là pour promouvoir le jeu. Et bah, Parce que merci sur la Côte d'Azur, si tu veux, il n'y a pas grand-chose. On sait que ça joue moins dans le sud que dans le nord. Il fait beau. Il fait beau. Les gens, voilà. Et nous, notre but, c'est de... C'est à nous de faire des jeux de plage. C'est ça. C'est à nous. Des trucs. C'est aux auteurs. Macabana, c'est français d'ailleurs? Je pense pas. Ah. Pardon, j'ai touché le micro. C'est à nous d'aller vers les joueurs. Ouais. Et de s'adapter aux joueurs. Ouais. C'est pas à eux de se forcer à venir vers nous. Ouais. Mais il faut aussi... Phrase de fin. Ouais, non, mais elle est très belle. On coupera, mais c'est vrai que Non. ce qui est important, c'est qu'on se dit que des fois, nous, on lutte contre les a priori du monde des jeux de société, tu vois. Ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux, mais il y a toujours... Mais est-ce que c'est cette pas réticence. des hommes blancs cisgenres qui jouent à 4 à Donjons et Dragons? C'est ça. une mauvaise image. C'est ça. Non, le milieu est très familial. Ouais. Le milieu, malgré que je le regrette, pas assez, ce féminisme, mais pas Ouais. assez encore. Ouais. Mais voilà, j'espère Ça, qu'on arrivera un jour à la parité. Ouais. C'est vraiment ce que je souhaite vraiment profondément. C'est sûr. Il y a des familles, il y a des gens de plus en plus de toutes catégories socio-professionnelles, Ouais, ça. de tout horizon, et c'est très bien. Et d'ailleurs, les marchés asiatiques et tout ça, tu les touches avec les jeux, toi? Oui, Ouais. bien sûr. Et t'as des stats, des trucs juste à nous dire par rapport à ça? On Tu a, vends, alors le marché asiatique se limite beaucoup à Japon. Vietnam, Cambodge, Japon et Corée Ouais. du Sud. Ouais. C'est Pas la vraiment- Chine, pas l'Inde. La Chine, non, c'est très peu, pas en proportion du nombre d'habitants, Oui, ça, c'est forcément. infime. Oui, voilà, je me doute bien, ouais. infime. Ouais. Je pense qu'ils prennent moins que, par exemple, un pays comme la Roumanie Ouais. ou Ils la sont, Hongrie, la Chine. ouais. D'accord. Non, c'est vraiment des petits marchés. On a l'Amérique du Sud Ouais, qui ils est nous en ont- plein ouais. boom. Ouais. Donc l'Amérique du Sud hispanophone et le Brésil. D'accord. Donc l'hispanophone passe par le Chili qui diffuse dans toute l'Amérique latine. Ouais. Et après le Brésil est autonome parce que ils ont leur langue à eux Oui, alors, dans toute l'Amérique Voilà. du Sud. Mais c'est un vrai marché. Bon, l'Amérique du Nord évidemment est joueuse. Hein. Ouais. Alors, ne joue pas du tout au même jeu que nous, Ouais. mais joue. Oui. Mais L'Afrique ça est vient encore quand un même, marché ouais. très très émergent. Ouais. Un peu plus l'Afrique subsaharienne, Ouais. qui est quand même plus proche de l'Europe, De l'Europe, ouais. donc qui joue mais très peu quand même. Après, ça reste une réalité aussi économique. Donc, il reste encore du marché à aller conquérir, c'est bien. Et c'est très bien. Et c'est alors, j'aime pas parler en termes de marché parce qu'on reste nous des artisans Oui, et non, mais quand je dis on marché, fait nos c'est petits jeux de coin. convaincre des gens que Mais c'est je bien. pense que les éditeurs et les auteurs doivent vraiment aussi chercher des jeux pour ces marchés-là, Voilà. ces marchés émergents. Ils ont de quoi et pas faire, en juste tout cas. qu'ils se contentent de ce qu'on a fait de mieux, c'est déjà bien. Ouais. Mais eux, ils ont aussi tout le monde à convaincre. Ok. Ils ont des jeux traditionnels, donc c'est pas des pays de non-joueurs. Ouais, c'est ça. Mais je Donc, pense du qu'on jeu a, qui existe aussi. on a ouais. des superbes années à venir. Ouais. J'espère en tout cas. Et ben moi aussi, j'espère pour vous et pour nous. Allez, Merci super. beaucoup. Merci, Swan. C'était À bientôt, vraiment merci. hyper sympa d'être venu. Rise before the sun.